Bonjour à toutes et tous. Bonjour Bonjour. à tous. Bonjour, vous m'entendez Attendez. bien? C'est Alan Bragado de la société Elan, du coup. Bonjour à tout le monde. Nous sommes une petite soixantaine connectés. Merci à vous d'être avec nous pour ce webinaire du Hub des prescripteurs bas carbone. On va attaquer dans 5 à 6 minutes. On a à présent 70 personnes connectées. Et donc, on patiente un tout petit peu avant de lancer les hostilités. Je vous propose donc d'attaquer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être avec nous pour ce webinaire du Hub des prescripteurs bas carbone. Notre ambition d'aujourd'hui est de vous présenter les travaux qui visent à accélérer la réussite des seuils futurs de la RE 2020. Comme vous pouvez le voir, on est venu en force aujourd'hui, puisque autour de la table, les équipes de Carbone 4 qui se présenteront successivement au fur et à mesure de leur prise de parole. Quelques camarades sympathiques, notamment David Lebanier, Pouget Consultant, et on aura aussi les équipes de Bouygues Immobilier, Link City et Elan qui se présenteront au moment de leur témoignage. Et puis évidemment, Émilie Petit-Pep, que je salue, et Myriam aussi, qui est là un peu dans l'ombre et qui nous aide à gérer cette visio sympathique. Un programme assez vaste aujourd'hui, vous l'avez compris, et donc sans plus tarder, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Cette année, d'abord peut-être remettre à l'esprit, pour ceux qui ne font pas partie du cœur du réacteur du Hub des prescripteurs bas carbone, ayez à l'esprit que le Hub a été créé il y a à présent 4 ans avec un ADN d'ancrage dans les pratiques immobilières de l'analyse de cycle de vie, donc la comptabilisation des impacts. Donc évidemment un zoom sur le carbone, mais on regarde tous les indicateurs. On regarde pas mal les euros aussi, vous verrez tout à l'heure. Et en fait, on a pris un virage assez important depuis le début de l'année, puisque là où les 3-4 premières années du Hub, on s'est beaucoup entraîné à la réussite de la RE 2020, on a ouvert une nouvelle ligne de front cette année sur la rénovation. Donc, 2 ambitions principales dans les travaux du Hub, qui embrassent un même objectif, d'ancrer l'ACV dans vos pratiques, dans nos pratiques. Le neuf, avec un enjeu d'accélération. Comment on fait si on a envie d'aller plus vite dans le déploiement de la RE 2020 ? Les leviers, les solutions, et puis la réalité économique, opérationnelle de cette mise en œuvre. Et donc, une nouvelle ligne de front sur la rénovation. Voilà, ça, c'est une nouveauté dans les travaux du Hub. J'en profite pour saluer le CSTB avec qui on a un partenariat dans le cadre de ces travaux. Et là, l'ambition va être de questionner la mise en œuvre d'ACV dans des projets de rénovation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on compte tous les impacts en rénovation et qu'on essaye d'objectiver une ambition carbone, énergie et matériaux dans un projet de rénovation? Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, voilà, ayez à l'esprit que c'est un virage assez important du Hub pour embrasser l'ensemble du secteur du bâtiment. Et c'est clair que le cœur du sujet est quand même les émissions de la rénovation. Donc, on s'y attaque très lourdement depuis le début de l'année. Voilà pour le petit préambule. Et je vous propose qu'on attaque. Aujourd'hui, on va parler de la RE 2020. Et vous le savez, les membres du Hub, plutôt le poids du corps en avant, on est plutôt dans une logique d'aller plus vite. Mais pour aller plus vite, ça peut être intéressant de regarder un petit peu d'où on vient. La RE 2020, c'est notre nouvelle génération de réglementation thermique, jadis, maintenant qui devient environnementale et qui succède à l'expérimentation plus c'est moins. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, si vous suivez les travaux du Hub, nous avions fait à l'époque un décryptage assez fin de ce qui se passait en plus c'est moins. Le niveau de maturité du marché, les solutions, les leviers de décarbonation. On fera quelques clins d'œil ce matin à ces travaux passés et vous le verrez, on va essayer de voir un peu comment ont évolué les pratiques depuis l'expérimentation plus c'est moins. On peut passer à la slide d'après. Dans la RE 2020, il y a une succession d'indicateurs. Ils ne sont pas forcément compréhensibles du commun des mortels, donc peut-être juste se redire l'ambition. On a une ambition sur l'énergie qui est quand même principalement cristallisée, sanctuarisée, tous les progrès qu'on a fait après 2012. Et on le verra tout à l'heure, on essaiera de décrypter quels sont les indicateurs les plus structurants. Voilà. Finalement, où faut-il mettre le poids du corps si on veut réussir cette ambition sur l'énergie? Les ambitions de l'énergie, sortir des énergies fossiles de façon progressive, et puis aller vers de la conception bioclimatique, voilà, travailler la conception architecturale des bâtiments. Ensuite, une ambition carbone. C'est là où le Hub des prescripteurs bas carbone est vraiment défricheur, explorateur, parce qu'on a des nouveaux indicateurs qu'on ne connaît pas forcément bien. On commence un petit peu à les connaître maintenant depuis le début de l'année. Et on va beaucoup parler aujourd'hui d'IC Énergie et d'IC Construction, qui sont les impacts carbone, énergie, matériaux. C'est les 2 budgets carbone qu'on surveille comme le lait sur le feu. Et enfin, le confort d'été, qui est un sujet d'actualité. On a de la chance aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, mais d'habitude, quand il fait très chaud dans les webinaires de l'ISPEB, les ordinateurs se coupent. Peut-être un clin d'œil à l'importance d'avoir un réflexe d'adaptation dans les pratiques de décarbonation. Les objectifs du chantier RE 2020, c'est d'aller plus vite. Alors pour aller plus vite, il y a quand même quelques grands incontournables.
Le premier incontournable, c'est d'avoir une culture commune du bas carbone, d'avoir les ordres de grandeur. On a toujours fait ça dans le hub. C'est quoi les ratios, c'est quoi les indicateurs clés, c'est quoi les ordres de grandeur pour aller plus vite, pour plus facilement, plus rapidement prendre des décisions éclairées. Le deuxième point important, c'est l'aéro 2020, ça n'est qu'une réglementation. Elle est innovante, elle est ambitieuse, mais ça n'est qu'une réglementation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort de terre. Donc au final, l'aéro 2020, elle incite à faire quoi? Et qu'est-ce qui sort de la plume de l'architecte? Qu'est-ce qui sort des calculs de l'ingénieur? C'est ça la question qu'on se pose. Et si on a des avis critiques positifs à formuler, on n'a pas d'état d'âme à le faire. Troisième point, l'équation coût-carbone. Dans le hub, on essaie toujours de corréler une dimension carbone et une dimension économique. Il y a évidemment bien d'autres indicateurs. On travaille avec des experts qui regardent l'ensemble de la pluralité d'indicateurs. Mais on aime bien cette équation euro-carbone. On va en parler aujourd'hui, on va se poser cette question-là. Puis enfin, la désirabilité, on y reviendra en filigrane de cet échange, puisque n'oublions pas qu'un bâtiment, ça sert avant tout à héberger des gens, quand même, accessoirement. Donc, ça reste bien sûr au cœur de nos préoccupations. Comment, à la fin, tout ça, ça converge vers, par exemple, du logement qui soit abordable économiquement, bas carbone et évidemment désirable. Voilà pour l'intention. Alors, pour articuler ces travaux, on a deux piliers principaux. Le premier, c'est qu'on s'appuie sur de la data. Là, on peut passer à la slide juste après pour illustrer mes propos. Et donc là, en l'occurrence, dans le cadre du hub des prescripteurs bas carbone, si d'aventure vous souhaitiez rejoindre l'aventure, il y a un deal qui est partagé des analyses de cycle de vie. Donc, on partage des analyses de cycle de vie, on partage de la donnée et on mène des analyses statistiques. Et je le dis tout de suite, je le déplore, l'échantillon d'analyse de ce qu'on va vous présenter est un petit peu biaisé puisqu'on a plutôt des champions et des gens qui ont envie d'aller très vite. Donc, à chaque fois, on essaiera d'avoir cette mise en perspective, mais en tout cas, on a collecté des ACV et on a mené des analyses. Et puis, en fait, l'approche par projet, on aura aujourd'hui des témoignages de gens qui viennent nous dire moi, j'ai réussi à aller jusque-là. Ah bon, comment as-tu fait? Comment tu t'y es pris? Quelle est l'organisation? Quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre? Voilà, vous avez un peu le programme de travail. Et donc, vous l'avez compris, notre webinaire d'aujourd'hui se structure autour de ces deux piliers. Une approche statistique avec des enseignements et puis une approche par projet avec des témoignages qu'on aura en seconde partie. Vous savez tout et je vous propose qu'on attaque. Je laisse la parole à mes camarades côté Car24. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Eugénie Préau-Cochet et je suis consultante à Car24. Donc, on va commencer la présentation des premières analyses de l'Observatoire Aéro 2020 du Hub. Donc, de quoi on va parler pendant cette présentation? Donc, on va commencer par vous présenter les ordres de grandeur de l'échantillon analysé. Donc, ici, le but, c'est de décrire les caractéristiques de l'échantillon de bâtiment qu'on a utilisé pour nos analyses et qui constitue donc l'Observatoire Aéro 2020 du Hub. En seconde partie, on va passer à l'analyse des leviers de décarbonation qu'on a identifiés au cours de notre analyse pour passer les seuils RE 2020. Donc, c'est-à-dire quels sont les facteurs sur lesquels il est possible de jouer pour réduire l'empreinte carbone. Et enfin, en dernière partie, on va présenter un petit stress test en quelque sorte des modulations et des forfaits de l'Aéro 2020. Donc, le but là, ça va être de répondre à la question en fait, est-ce que l'Aéro 2020 est bien calé? Est-ce que les modulations remplissent bien leur rôle? Donc, on commence par la présentation des ordres de grandeur de l'échantillon et je laisse la parole à Juliette. Merci beaucoup, Eugénie. Donc, effectivement, Juliette Soré, consultante senior au sein de Carbone4 et membre participante du Hub depuis maintenant quelques années. Donc, tout d'abord, quelques ordres de grandeur pour voir quel enseignement on peut en tirer des caractéristiques de notre Observatoire RE 2020 du Hub. Donc, aujourd'hui, sur toute la présentation, on va se concentrer sur les logements collectifs. Donc, par la suite, tout ce qu'on va vous présenter, ça provient d'observations de notre échantillon, de notre Observatoire RE 2020 sur des logements collectifs. Donc, tout d'abord, quand on regarde les seuils RE 2020, la première bonne nouvelle, c'est que dès aujourd'hui, les seuils carbone 2025 et 2028, que ce soit en énergie et en construction, sont déjà atteints par certains bâtiments de logements collectifs de notre observatoire. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est que les seuils carbone en construction sont quand même plus difficilement atteints en proportion, on va dire, moindre que les seuils en énergie. Et enfin, pour chaque millésime, ce qu'on observe pour chaque passage des seuils, c'est qu'on a des efforts sur les 3 macro-lots de décarbonation pour l'impact carbone sur la construction. Maintenant, une fois qu'on regarde l'impact carbone global du bâtiment, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que l'impact carbone des composants, les matériaux de construction, c'est la majorité de l'impact carbone des bâtiments. C'est environ 2/3 de l'impact carbone des bâtiments. Ensuite,
si on reste sur la slide d'avant. Donc voilà, l'impact carbone des composants, de dire l'impact carbone du bâtiment. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est la consommation énergétique. Ça demeure un poste important, c'est le deuxième poste d'émission dans le bâtiment, avec environ 25% de l'impact carbone du bâtiment. Et enfin, voilà, c'était la petite surprise dans nos analyses, c'est qu'on a pu voir que l'impact carbone de la consommation d'eau n'est pas négligeable dans l'impact carbone du bâtiment, même si on n'a pas de seuil RE 2020 sur ce contributeur. Donc non seulement l'eau, c'est un contributeur non négligeable, mais il y a également tout un sujet d'adaptation, car comme vous le savez, on a toute la question de disponibilité de la ressource en eau dès aujourd'hui en fait et les années futures. Et enfin, quand on regarde notre échantillon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à l'expérimentation E+C-, on a une amélioration de l'évaluation de l'empreinte carbone. C'est-à-dire les analyses de cycle de vie sont de mieux en mieux, de plus en plus complètes, et on utilise de plus en plus de données précises, données environnementales précises. Et également, quand on regarde dans notre échantillon les énergies de chauffage qui ont été utilisées, eh ben, on voit qu'il y a vraiment eu un changement drastique entre l'expérimentation E+C- et la RE 2020, notamment que dans notre échantillon, dans l'observatoire RE 2020 du Hub, on n'a plus aucun bâtiment chauffé au 100% gaz. Ce qui diffère de l'expérimentation E+C-, où on avait à peu près la moitié des bâtiments qui étaient chauffés au gaz. Voilà globalement les grands messages sur les ordres de grandeur. Maintenant, quand on revient un peu plus en détail sur certains de ces points. Déjà, on vous parle de notre échantillon, l'Observatoire RE 2020 du Hub. On parle de environ 50 bâtiments de logement collectif qui sont des projets réels que les membres du Hub des prescripteurs bas carbone nous ont transmis, qui sont des projets qui sont soit en cours, soit déjà livrés. Parmi ces 50 bâtiments de logement collectif, comme je disais juste avant, on a des bâtiments qui atteignent les seuils 2025 et 2028 pour IC Construction et également IC Énergie. Donc dès aujourd'hui, en fait, c'est des seuils qui sont accessibles. Or, ce qu'on peut voir dans les proportions, c'est que globalement, pour IC Énergie, on a la majorité des bâtiments qui sont déjà au seuil 2028. Pour IC Construction, on a des proportions un peu moindres où on a, voilà, 22% des bâtiments qui atteignent le seuil 2025 et 18% des seuils 2028. Donc, un peu plus compliqué d'atteindre ces seuils-là, mais accessible dès aujourd'hui. Ensuite, l'impact carbone du bâtiment sur l'ensemble des contributeurs. Donc, si on passe à la slide suivante, quand on regarde l'ensemble des contributeurs, ce qu'on peut voir, c'est que ici, l'impact carbone des composants, c'est-à-dire l'impact carbone de construction, c'est environ, l'impact carbone des composants, c'est environ 2/3 de l'impact carbone du bâtiment. Ensuite, on a le deuxième poste le plus significatif, c'est l'impact carbone de l'énergie sur toute la durée de vie, qui est environ un quart des émissions. Donc, moins significatif si on compare avec E+C-, on peut voir que là, sur notre échantillon, l'impact carbone de l'énergie est moins significatif, mais ça reste quand même un poste important pour l'impact carbone d'un bâtiment. Et on a que l'eau, on a vraiment, en plus d'avoir un enjeu sur la disponibilité de la ressource, c'est également un impact carbone non négligeable puisque ça représente dans notre échantillon environ 7% de l'impact carbone d'un bâtiment sur l'ensemble de sa durée de vie. Si on fait maintenant un focus sur l'impact carbone des composants et qu'on va regarder dans le détail des lots. Là, ce qu'on voit, c'est que pour tous les seuils, que ce soit 2022, 2025, 2028, on garde la proportion de 1/3 pour chaque macro-lot, c'est-à-dire on va avoir l'impact carbone des composants, ça va être 1/3 gros œuvre, 1/3 seconde œuvre, 1/3 lot technique. Donc voilà, au moins c'est facile de s'en rappeler. On a moyen technique, c'est chaque macro-lot pèse environ 1/3 de l'impact carbone des bâtiments. Et donc ce qu'on peut en conclure, c'est que en fait, pour le passage des seuils, on a une décarbonation sur les 3 macro-lots. Et ce n'est pas seulement comme on pouvait envisager qu'on va diminuer vraiment le gros œuvre et finalement on a des efforts qui portent sur les 3 macro-lots. Alors, sur l'impact carbone composant, un autre aspect qui est très important, c'est l'utilisation des données environnementales par défaut. Donc,
Pour rappel, quand on n'a pas de données spécifiques, données environnementales spécifiques, que ce soit des fiches collectives ou des fiches individuelles, il est obligatoire de prendre des données environnementales par défaut. Or, ces données environnementales par défaut, ils ont des coefficients de sécurité de 30%, voire 100%, qui viennent en fait donner une valeur qui est supérieure à la réalité de l'impact carbone pour pousser en fait les industriels à publier des données. Donc, en utilisant des données environnementales par défaut, on va gonfler en fait l'impact carbone de notre bâtiment sur les composants. Sauf que voilà, ça a été fait pour pallier à ce manque de données, sauf qu'aujourd'hui, on peut voir de plus en plus de données qui sont publiées sur la base IGNES. On a de moins en moins recours à des données environnementales par défaut. Et ça, on le voit quand on regarde un peu en arrière. Effectivement, par rapport à l'observatoire E+C-, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment cette diminution de recours aux données environnementales par défaut. Précédemment, on avait environ 50% de l'impact carbone d'un bâtiment, c'était des données environnementales par défaut. Et maintenant, ça a diminué et c'est environ moins de 40%, environ 38% de l'impact carbone de données qui est dû à des données environnementales par défaut. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, l'utilisation de données environnementales par défaut, ça ne va pas diminuer l'impact carbone, ça ne va pas décarboner votre bâtiment. Par contre, ça va permettre d'approcher, de mieux estimer l'impact carbone de votre bâtiment de manière plus réaliste, plus juste, et donc on va pouvoir mieux identifier les leviers d'action pour décarboner réellement le bâtiment. On y reviendra juste après sur ce levier méthodologique. Et enfin, un dernier mot avec un focus sur l'énergie. Donc, là, ce qu'on observe avec notre échantillon, c'est qu'on a vraiment un bouleversement des types de systèmes énergétiques utilisés. Donc, précédemment, quand on regardait l'observatoire E+C-, pour les logements collectifs, on avait environ la moitié des bâtiments qui étaient chauffés au 100% gaz, avec un peu après des différents types de systèmes énergétiques, l'électricité, réseau et le bois. Et là, ce qu'on observe dans notre observatoire RE 2020 du Hub, c'est qu'on n'a plus aucun bâtiment chauffé au 100% gaz. On peut voir qu'il y a quand même plusieurs types de systèmes énergétiques. On a principalement du coup de l'électricité, mais on a une part importante, environ un quart, de réseau urbain et un peu de bois également. Donc on a vraiment un bouleversement du type de système énergétique dans notre observatoire avec la RE 2020. Voilà rapidement les grands enseignements qu'on peut en tirer de notre observatoire sur la partie ordre de grandeur. Et maintenant, je laisse la parole pour échanger sur les leviers pour décarboner. Eugénie, je fais peut-être quelques propos introductifs et puis je te laisse la main. On a vu, merci Juliette pour ton intervention. Donc là, c'était un peu un effet de synthèse sur l'analyse de l'observatoire du Hub. Il y a eu pas mal de questions qu'on a posées sur le détail, les leviers. On va rentrer un peu plus à présent dans le détail. Parlons à présent des leviers, sachant que vous le savez, je l'ai dit en préambule, l'ADN du Hub, c'est l'opérationnalité des leviers. En fait, c'est comment on crée les conditions d'un bas carbone qui soit le plus abordable possible pour aller le plus loin et le plus vite possible. Et donc, ce sujet de cette équation coût-carbone, en fait, on n'est pas les premiers à y travailler. Ça fait très longtemps que de nombreuses personnes travaillent sur cette corrélation coût-carbone. Et d'ailleurs, il y en a même certains qui se sont posé la question peut-être d'une corrélation entre les euros d'un côté et le carbone au carré de l'autre. Voilà, on n'est pas les premiers à essayer de travailler cette équation coût-carbone. Alors, dans le cas du Hub, on a construit un peu un socle de pensée sur les différents leviers activés que je vais vous présenter, que certains d'entre vous connaissent déjà bien. En fait, on se rend compte qu'il y a un peu trois familles de leviers. Et si finalement il faut ordonnancer dans un certain ordre, ça donne énormément de degrés de liberté et donc ça permet de faire un bas carbone qui soit plus abordable. Le premier, qui est assez essentiel, c'est le levier méthodologique. On va retrouver, en termes de bonnes pratiques, des gens qui créent des référents bas carbone, des task force, on a des équipes dédiées, enfin du dialogue. Bref, on retrouve une organisation entre maîtres d'ouvrage, architectes, équipes de bureaux d'études, qui permet de mieux se parler et donc de choisir les meilleurs leviers le plus tôt possible. Et plus on prend des décisions tôt, moins ça coûte cher. Il y a évidemment tout le sujet de la maîtrise de l'ACV. On a parlé tout à l'heure, par exemple, des données environnementales par défaut. Voilà. Tous les sujets méthodologiques, en général, ils permettent de faire du bas carbone abordable, puisque c'est principalement de la matière grise pour faire des économies d'énergie grise. Ensuite, le sujet consommer moins, on va être sur de la frugalité, de la conception bioclimatique.
du réemploi de matériaux. Pareil, à nouveau, tous ces sujets-là, ils peuvent permettre de décarboner de façon abordable, avec des contraintes parfois qui sont non négligeables. Mais en tout cas, le consommer moins est un levier intéressant. Quand on a activé le levier méthode et le levier consommer moins, on se rend compte que d'un seul coup, on a beaucoup plus de degrés de liberté sur le consommer mieux et donc sur le choix des matériaux. Donc ça, c'est un point important qu'on souhaitait décrypter avec vous. Plus on travaille la méthode, plus on travaille le consommer moins, plus on est libre de ces mouvements pour décarboner, quelle que soit la solution, et aller le plus loin possible dans les différents millésimes de l'RE20. Voilà un message important, et je vous propose à présent de passer un peu en grille de lecture qu'ont fait les membres du Hub qui nous ont fait parvenir les ACV, quelles sont les bonnes pratiques qu'on constate, et je laisse la parole à Eugénie. Merci Christophe. Donc rapidement, de la même manière qu'on l'a fait précédemment pour les ordres de grandeur, on va rapidement passer ensemble les messages clés et après on ira dans le détail. Donc tout d'abord sur l'aspect méthode, c'est-à-dire donc les leviers relatifs à comment on compte le carbone. On observe qu'avoir recours à des données environnementales plus précises, c'est un levier important pour atteindre les seuils. Donc quand je dis en données environnementales plus précises, je fais référence aux données environnementales par défaut que Juliette a mentionné plus tôt. Donc on observe en effet que les bâtiments qui atteignent les seuils 2028 ont en moyenne 30% de données environnementales par défaut en kilogrammes de CO2 équivalent. De la même manière que pour les DED, il apparaît qu'utiliser une approche détaillée pour les forfaits, c'est plus favorable, notamment pour les équipements de production de chaud et de froid. Maintenant, sur le levier de réduction de la consommation, on observe que la conception bioclimatique BBio, c'est un levier stratégique et un indicateur dimensionnant en fait pour atteindre les seuils énergie et construction. On a également observé que la compacité et le taux de vitrage sont des leviers abordables pour réduire l'empreinte carbone et il nous apparaît qu'ils pourraient être davantage utilisés pour passer les seuils, en tout cas dans notre échantillon. Et toujours sur consommer moins, il apparaît donc que le réemploi, c'est un levier qui permet de réduire l'empreinte carbone, mais qui n'est pas malheureusement reporté avec les ACV. Maintenant, sur le consommer mieux, on constate qu'il y a une mixité constructive parmi les bâtiments qui passent les seuils 2025 et 2028. On observe cependant qu'il y a une mixité, mais que les bâtiments passant les seuils utilisent moins de béton et davantage de matériaux bas carbone. Et maintenant, sur les énergies, on constate que les énergies chauffage bas carbone de notre échantillon, comme présenté par Juliette précédemment, permettent de passer largement les seuils énergie. Donc, on peut maintenant passer dans le détail, en commençant par la méthode. Merci, Émilie. Donc, afin de réduire l'impact carbone affiché d'un projet, un levier important, c'est de limiter le recours aux données environnementales par défaut et de favoriser une approche détaillée pour les lots. Donc, une nouvelle fois, pour rappel, les données environnementales par défaut, ce sont des valeurs établies de manière volontairement supérieure à la réalité et c'est obligatoire de les reporter en l'absence de la donnée spécifique. Sur le graphe sur la droite, vous pouvez voir la proportion de l'empreinte carbone des données environnementales par défaut et des forfaits par rapport au total de l'empreinte carbone des composants. Donc, Juliette a déjà présenté comment la proportion de données environnementales par défaut a diminué depuis l'observatoire E+C-. Donc là, ce graphe, c'est au sein de notre échantillon, au fur et à mesure du passage des seuils. On voit bien que donc, pour les bâtiments qui passent le seuil 2022, la proportion de l'impact carbone données environnementales par défaut, il est 39%. Et en fait, elle passe à 31% pour les bâtiments passant les seuils 2028. Donc, limiter le recours aux données environnementales par défaut, ça semble bien être un levier conséquent pour atteindre les seuils. De la même manière, donc détailler l'impact carbone des lots plutôt que d'utiliser les forfaits, c'est en général favorable en termes d'émissions. Donc, encore une fois, il faut garder en tête que le recours à ces fiches, ça permet d'estimer plus justement l'empreinte, mais ce n'est pas une réduction des émissions à proprement parler. C'est vraiment sur l'aspect méthodologique. Maintenant, on peut passer au levier consommer moins, en commençant par la compacité et le taux de vitrage. Donc, d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que la compacité ? On la définit ici comme en fait le rapport entre l'enveloppe extérieure du bâtiment et sa surface. Donc, plus un bâtiment est dit compact, plus ce rapport est faible et donc moins il a de façade. Vous pouvez voir les petites illustrations en bas du graphe sur la gauche. Donc, avec on passe du rectangle au H, donc de plus en plus de façades en quelque sorte. Donc, s'il a moins de façade, un bâtiment est moins carboné. Donc, avec les travaux du Hub sur l'équation coût carbone pour les lots architecturaux, on a déterminé que le gain carbone d'un effort sur la compacité d'un bâtiment, ça peut permettre d'éviter jusqu'à 9% de l'empreinte carbone. Donc le rectangle, ça correspond à la compacité la plus faible, c'est la référence sur le graphe que vous voyez présenté. Et en fait, plus on a de parois extérieures supplémentaires, plus l'empreinte carbone augmente. Dans le même esprit, on peut regarder le taux de vitrage des bâtiments de l'échantillon.
Donc, le taux de vitrage, c'est de la même manière que pour la compacité, le rapport entre la somme des surfaces vitrées du bâtiment et la surface totale. En fait, moins un bâtiment a de fenêtres, plus son taux de vitrage est faible, moins il est carboné jusqu'à un certain seuil. Dans les mêmes travaux de l'équation coût-carbone, il a été évalué qu'un effort sur le taux de vitrage peut amener une réduction des émissions de près de 9%. Donc, ces deux leviers nous semblent abordables et peu coûteux. Il apparaît qu'ils ne sont que peu mobilisés par les bâtiments d'échantillon pour passer les seuils. Cependant, à garder en tête quand on investigue ce type d'indicateur, donc comme a présenté Christophe, un travail lors de la conception architecturale, donc sur le levier consommer moins, ça laisse plus de liberté dans le reste du projet, mais demeure toujours la question de la désirabilité de l'habitat. Donc c'est un sujet complexe à garder en tête, effectivement, et un rectangle est peut-être moins désirable qu'un bâtiment avec plus de surface vitrée, donc c'est un sujet complexe. Maintenant, toujours sur l'aspect consommer moins, parlons un peu du réemploi. Donc, c'est un sujet qui a également été étudié dans l'équation coût-carbone du hub et on présente les résultats du booster du réemploi. Donc, pour les bureaux, le booster du réemploi a montré que le réemploi, ça permet d'éviter jusqu'à 100 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Donc, c'est un vrai levier qui peut avoir un impact très fort. Donc, l'application de ce levier dans les projets est en cours d'investigation pour l'instant. Donc, la suite à venir. Maintenant, on peut regarder sur comment consommer mieux. Donc, pour cela, commençons par nous intéresser aux matériaux de construction des bâtiments. Donc, ici, vous voyez deux graphes, un présentant la répartition des matériaux structures pour les différents bâtiments passant les seuils et ensuite les matériaux de remplissage de façade pour le graphe d'à côté. Globalement, ce qu'on observe, c'est une mixité constructive parmi les bâtiments passant les seuils. On observe également que les bâtiments passant les seuils de l'Aéro 2020 intègrent davantage de matériaux bas carbone et moins de béton, globalement. On peut également regarder les systèmes énergétiques sur la slide suivante. Les systèmes énergétiques utilisés par les bâtiments passant les seuils. Donc là, ce que vous voyez sur le graphe, c'est la répartition des énergies de chauffage parmi les bâtiments passant les différents seuils IC énergie, donc impact carbone énergie. Sachant que les seuils 2025 et 2028 pour l'énergie sont les mêmes, sauf pour les réseaux de chaleur. Donc vous voyez juste une augmentation de la proportion des réseaux de chaleur en passant de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce graphe en fait? Tout d'abord, on observe que les différents modes de chauffage bas carbone de notre échantillon parviennent à passer les seuils IC énergie 2025 et 2028. Aucun mode de chauffage ne paraît être désavantagé. Donc, il y a bien une mixité des solutions énergétiques bas carbone de notre échantillon, évidemment. Donc, effectivement, l'échantillon est toujours composé d'énergie bas carbone. Et dans notre échantillon, il semblerait donc que ce soit ce qui facilite le passage des seuils IC énergie. Rapidement, cependant, donc, on se félicite de ces résultats, mais il faut garder en tête que ces réductions d'émissions liées aux consommations d'énergie ne sont pas encore suffisantes au regard des ambitions de la stratégie nationale bas carbone. Donc, il reste des marges de manœuvre importantes pour réduire les consommations énergétiques qu'il est important de garder en tête. Voilà, merci pour les projets. Un dernier regard sur les indicateurs énergétiques, toujours dans Consommer mieux, merci. Vous voyez ici les différents indicateurs énergétiques de l'Aéro 2020. Donc, IC Énergie, le BBO, le CEP et le CEPNR, avec à côté leur valeur moyenne dans l'échantillon. Et encore à côté, vous voyez les écarts relatifs au seuil maximum en moyenne. Donc, par exemple, quand on regarde le IC Énergie, on voit que les bâtiments passant IC Énergie ont un écart de 50% environ avec le seuil IC Énergie maximum de 2022. Donc, encore une fois, ça renforce le message qu'en effet, les bâtiments de l'échantillon passant IC Énergie le passent de loin, dans notre cas, avec les énergies bas carbone qu'ils utilisent. En revanche, si vous regardez la ligne juste en dessous, vous voyez le BBO, les bâtiments ne passent le BBO que, entre guillemets, de 10%. Donc, il semblerait que le BBO soit l'indicateur énergétique dimensionnant et stratégique qui permet de passer les seuils dans l'échantillon. Pardon, qui ne permet pas de passer les seuils, mais à garder en tête pour la réduction des consommations énergétiques. Donc voilà pour la présentation des leviers de décarbonation. Et je redonne la parole à Juliette pour la suite de la présentation.
Merci Eugénie. Et le dernier point qu'on souhaitait aborder avec vous, avec cette approche statistique, c'est faire des stress tests, regarder un peu comment les réglages de la RE 2020 sont-elles bien étalonnés ou pas par rapport à notre observatoire RE 2020. Donc, quand on parle des réglages de la RE 2020, ce qu'on va regarder là aujourd'hui, ça va être sur 2 paramètres. Donc, le premier, c'est les modulations, c'est-à-dire les seuils de la RE 2020 sont modulés avec certains indicateurs pour prendre en compte. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide d'après? S'il vous plaît, merci. Donc, pour prendre en compte, en fait, les seuils de la RE 2020 sont modulés avec plusieurs paramètres pour prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment. Donc là-dessus, on a par exemple la modulation sur la surface. La RE 2020 rend plus contraignant l'atteinte des seuils pour les petits bâtiments et les très grands bâtiments. Or, ce qu'on peut voir sur notre observatoire, c'est qu'on n'a pas de corrélation évidente entre l'impact carbone de la construction et la surface du bâtiment. Ensuite, on a des modulations sur les lots qui portent sur le VRD et également sur l'infrastructure, où à partir d'un certain seuil d'impact carbone, une fois qu'on dépasse ce seuil, on a la modulation qui s'active et on a le droit de dépasser, une fois on a le droit de dépasser pour ces 2 lots. Or, on a un peu ce droit de droit carbone, et donc ça n'incite pas cette modulation à décarboner le lot VRD ou infrastructure, car à partir du moment où on dépasse ce seuil, on n'a pas de limite pour faire en général. Ce que nous, on préconise dans le hub des prescripteurs bas carbone, c'est d'avoir des règles spécifiques pour les parkings, pour justement inciter à décarboner ces lots VRD et infrastructures et ne pas non plus inciter à l'artificialisation des sols. Et enfin, on a également une modulation sur l'utilisation des données environnementales par défaut, où juste en 2022, pour atteindre le seuil 2022, on va avoir une modulation qui va, que si on utilise des données environnementales par défaut au-dessus d'un certain seuil, on va être aidé, on va enlever ce coefficient de sécurité. À partir de 2025, ça va être neutre, il ne va pas avoir d'impact. À partir de 2028, les bâtiments qui utilisent des données environnementales par défaut vont être pénalisés. Or, ce qu'on peut voir aujourd'hui, que même si on s'est amélioré sur l'utilisation de données spécifiques, on a encore un tiers des bâtiments de l'échantillon qui nécessitent ce seuil, cette modulation MIDEL, car ils ont un impact carbone lié aux données environnementales par défaut qui sont supérieurs au seuil. Or, là-dessus, ça va progressivement disparaître au fur et à mesure que les données environnementales par défaut vont diminuer, donc on aura de plus en plus de données environnementales spécifiques. Donc voilà, la première partie sur les modulations, on y reviendra un peu plus en détail juste après. Et on a également regardé les lots forfaitaires. Donc pour rappel, un lot forfaitaire, c'est une donnée environnementale conventionnelle qui est disponible dans la RE 2020 pour permettre d'estimer l'impact carbone d'un lot sans avoir recours à une approche détaillée. Car on considère que pour certains lots, donc là on va parler des lots équipements de production de chaud et de froid, donc le lot 8.1, les courants forts, le lot 10, et les courants faibles, le lot 11. Pour les logements collectifs, ce sont les 3 lots qui sont 3 forfaits qui sont disponibles. Or, pour ces 3 lots, on considère qu'encore aujourd'hui, il manque des données environnementales spécifiques pour aller vers une approche détaillée. Et donc, du coup, on propose d'avoir ces forfaits. Ces forfaits sont supposés être légèrement supérieurs, à ce qu'on pourrait avoir à une approche détaillée pour justement inciter de plus en plus à utiliser une approche détaillée. Ce qu'on peut voir sur notre échantillon, c'est que globalement, on a la majorité des bâtiments qui utilisent une approche détaillée, et c'est favorable car quand on utilise une approche détaillée pour les équipements de production et de chaud et de froid, globalement, on va être inférieur au forfait. Par contre, pour le lot 10 et le lot 11, on ne peut pas conclure parce que dans notre échantillon, très peu de bâtiments
voire seulement 2 bâtiments, utilisent une approche détaillée pour ces lots-là. Et donc, du coup, pour l'instant, ces forfaits n'incitent pas à avoir une approche détaillée. Et donc, du coup, si on va un peu plus dans le détail sur les observations, comme je dis, c'est le lot 8.1. Ce que vous voyez, c'est la valeur du forfait. Et après, comment se positionnent les bâtiments par rapport à ce forfait? Quel est l'impact carbone de l'ensemble de notre échantillon? Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, on a une majorité des bâtiments qui utilisent le forfait. Et en plus que majoritairement, l'impact carbone quand on utilise le forfait, on est en dessous. Donc, ce qu'on conseille, nous, dans le cadre du hub des prescripteurs d'impact carbone, c'est qu'il faut que le forfait du sous-lot 8.1 joue pleinement son rôle et qu'il faut utiliser une approche détaillée pour le lot 8.1 parce que dans la majorité, voire la totalité des cas, ça va être favorable. Or, pour le lot 10 et le lot 11, comme je disais, on ne peut pas conclure parce que voilà, on n'a pas assez de bâtiments qui ont une approche détaillée. Par contre, ce qu'on a pu voir dans les précédents travaux du Hub, donc notamment, je vous invite à aller voir le brief des lots techniques que le Hub a produit il y a l'année dernière. On a justement regardé, si on utilisait une approche détaillée, comment on se placerait par rapport au forfait. Et ce qu'on a pu voir pour le lot 10 et pour le lot 11, que globalement, avec une approche détaillée, on serait autour du forfait, voire légèrement au-dessus. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le forfait ne joue pas son rôle et qui nécessiterait d'être recalibré une fois qu'on aurait assez de données, une fois que la maturité des données serait assez importante pour pouvoir utiliser une approche détaillée. Ensuite, si on passe aux modulations. Donc, pour rappel, tous les seuils de la RE 2020, que ce soit les indicateurs énergétiques ou carbone, on applique du coup des modulations à ce seuil pour prendre en compte les contraintes des bâtiments. Donc, on en a 5 pour l'impact carbone de la construction. On en a 2 qu'on va pas en parler aujourd'hui, car pour la modulation sur les surfaces des combles, c'est seulement en maison individuelle et pas en logement collectif. Donc pas applicable dans notre cas aujourd'hui. Et après, on a également une modulation sur la localisation du bâtiment. Or, malheureusement, on n'a pas de bâtiment dans notre observatoire en zone H3 ou H2D, donc du coup, on n'a pas pu analyser l'impact de cette modulation. Mais on peut quand même parler du reste. Donc déjà, quand on revient sur l'impact carbone de la surface, donc globalement, on va avoir une modulation qui va impacter tous les bâtiments et qui va impacter plus négativement les petits bâtiments et les très grands bâtiments. Donc en moyenne, on a un impact qui est modéré, qui va aller de 0 à moins 80 kg de CO2 par mètre carré sur notre seuil impact carbone construction. Or, quand on regarde après, quand on fait l'analyse, on regarde l'impact carbone de la construction par rapport à la surface totale du bâtiment, on n'observe pas de corrélation évidente qui pourrait justifier d'avoir une modulation qui viendrait impacter sur la surface du bâtiment. Donc, sur cette modulation, voilà, on n'observe rien qui pourrait justifier cette modulation. Ensuite, quand on passe à la modulation sur les lots infrastructures et VRD qui sont supposés moduler pour prendre en compte l'impact d'avoir des espaces en sous-sol, notamment des stationnements, soit en infrastructure, soit en extérieur, qui sont obligatoires dans certains cas par rapport au PLU. Or, ce qu'on peut voir là, c'est que notamment pour le lot infrastructure, ça a un impact énorme. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on dépasse un certain seuil, les bâtiments peuvent après, tout ce qui est au-dessus n'est pas comptabilisé dans l'impact construction. Or, ça peut aller très très loin parce qu'on peut avoir sur certains bâtiments, on peut avoir entre 0 impact, donc ils sont en dessous de ce seuil, mais jusqu'à 265 kg de CO2 par mètre carré. Donc, on se rend bien compte que ces modulations, c'est un peu à droit à émettre du carbone qui n'est pas limité. Alors que ce qu'on peut voir dans notre échantillon, c'est que finalement, ça n'est pas forcément en corrélation. Pour certains bâtiments, ça se justifie avec des parkings, mais pas tout le temps. Et donc, du coup, on a vraiment ces modulations qui sont un peu, voilà, qui ne permettent pas, qui permettent pas de décarboner les lots infrastructure et VRD. Et ce que nous, on préconise avec le Hub des prescripteurs pas carbone, c'est de faire des règles claires sur les parkings
qui pourrait encadrer justement les parkings et ne pas inciter à artificialiser avec notamment faire des parkings sur extérieurs et avoir des règles claires sur le VRD, des modulations vraiment sur des règles claires sur le VRD et infra pour inciter à décarboner également ces lots qui, comme je vous le rappelle, qui pèsent quand même dans l'empreinte carbone de manière significative. Et enfin, sur la modulation de la valeur des données, la modulation des données environnementales par défaut, on peut voir que globalement, comme j'ai dit, il y a encore un tiers de l'échantillon qui nécessite cette modulation car utilise encore trop de données environnementales par défaut. Donc, pour rappel, hein, c'est vraiment pour nous un levier important pour aller estimer de plus près l'empreinte carbone et il faut faire tous les efforts pour réduire cette part. Mais encore aujourd'hui, certains bâtiments n'ont pas la maturité ou pas assez de données spécifiques pour réduire cette part de données environnementales par défaut. Et donc, du coup, cette modulation permet à ces bâtiments de passer les seuils, sachant que cette modulation va disparaître en 2025 et en 2028 va être pénaliser les bâtiments qui utilisent les seuils. Mais ce qu'on peut voir, c'est que globalement, aujourd'hui, la majorité des bâtiments de logement collectif n'ont pas recours à cette modulation car sont en dessous des seuils. Et que finalement, l'impact est très peu significatif pour ceux qui l'utilisent. Parfait. Bon. Juliette, voilà, je crois qu'on a la fin de la première partie. Voilà, voilà ce qu'on voulait vous montrer sur les réglages de la RE 2020. Comment on pouvait un peu, ce que vous pouvez dire si on comparait les forfaits, les modulations par rapport aux caractéristiques de nos bâtiments. Et je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions. Je sais que mes collègues. Plus de questions. Déjà, merci à tout le monde là, pour la présentation de ces travaux qui sont très riches. Évidemment, on vous partagera, vous aurez un petit mail, hein, tous ceux qui sont connectés au webinaire, vous aurez un mail avec le lien vers le PowerPoint, en format natif d'ailleurs, vous pouvez le récupérer. Et il y a eu beaucoup de questions, donc on a, je pense, 7 minutes devant nous, on peut en répondre à quelques-unes. Nathan, je te laisse nous proposer les questions qui reviennent pas mal. Oui, alors moi je m'appelle Nathan Leverrier, donc je coordonne les travaux du hub côté Carbone 4. C'est moi qui ai répondu le plus possible aux questions que vous avez posées dans le chat. Il y a deux grands sujets qui sont revenus dans les questions où j'ai essayé d'apporter des réponses, mais peut-être que vous pouvez y revenir davantage, Juliette, Génie et Christophe. Il y a d'abord la question du réemploi, avec beaucoup qui ne comprennent pas tout à fait pourquoi on ne peut pas compter le réemploi. Donc ça, c'est la première série de questions. Et puis, la deuxième série de questions, c'est beaucoup de questions sur la compacité, surface vitrée, avec tout un questionnement sur les limites de ce levier. Est-il réel vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de confort d'été et d'optimum à trouver pour avoir un confort d'hiver, un confort d'été. Et donc, se poser la question de pourquoi ça n'a pas été employé dans notre échantillon. Voilà, j'ai déjà essayé de répondre, mais peut-être que c'est mieux de le redire à toutes et tous. Je vais répondre sur le deuxième point. Le premier, je vous laisse répondre peut-être sur l'histoire du réemploi avec les petits signaux qu'on a envoyés. Ce premier point de réemploi, effectivement, dans la RE 2020, du coup, on considère que les produits réemployés ont un impact nul. Et donc, du coup, en fait, on ne le visualise pas. Nous, en fait, on récupère, on a fait des analyses à partir des analyses de cycle de vie des bâtiments. Et pour l'instant, en fait, on n'arrive pas à identifier les bâtiments qui utilisent du réemploi ou non et en quelle proportion par rapport à l'impact carbone total, vu qu'on prend en compte que c'est nul. Or, ce qu'on peut voir, ce qu'on a montré, c'est que c'est vraiment un levier important. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir voir justement à quel point ce levier est actionné pour les bâtiments qui passent les seuils, parce que nous, on a un peu, voilà, on pense que ça va être un levier qui doit être actionné quand on va devoir atteindre les seuils 2028-2031. Ça va être un levier important, car moins coûteux à actionner que d'autres leviers potentiels. Je vais sur l'autre question qui a été posée. Excuse-moi, Christophe. Je te coupe parce qu'il y a une question sur ce sujet du réemploi qui me permet de préciser. Il faut bien distinguer donc les données de matériaux où sont bien pris en compte la fin de vie des matériaux et leur potentiel réemploi
dans le futur. Mais la RE 2020, elle prévoit bien un impact nul, quand bien même, et ça c'est pour favoriser le réemploi, quand bien même effectivement il y aura bien du transport, du réemballage. Je reprends ce qu'il y a dans la question, quelques produits complémentaires. Dans ces cas-là, on n'a pas de fiches dédiées qui prennent en compte ces aspects-là. Ça, c'est bien précisé par la réglementation. Et donc, c'est pour ça qu'elles comptent comme nulles. Et elles ne sont pas affichées en tant que telles dans les données de l'ACV du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on n'a pas cette information. Très bien. Du coup, je vais tenter des éléments de réponse sur la question qui a été posée sur compacité, taux de vitrage, etc. Donc, finalement, si je reliste les quelques enseignements, je vais essayer de vous les partager de la façon la plus claire possible. Le premier enseignement, c'est qu'on se rend compte que le B-Bio est un indicateur stratégique. C'est-à-dire que dans le bouquet d'indicateurs, quand on travaille très fort le B-Bio sur les logements collectifs, j'insiste, on se rend compte qu'on crée les conditions du succès sur la plupart des indicateurs. Donc ça, c'est un message clé qu'on souhaitait partager, parce que vous savez comment c'est, il y en a tellement que parfois on se pose la question de lesquels sont ultra dimensionnants. Donc nous, une recommandation qu'on ferait, c'est travailler très fort sur le B-Bio. L'air de rien, ça paye sur pas mal de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand on rentre dans le détail, du coup, forcément, on arrive à la conception de l'enveloppe. Et ça a été dit dans la fenêtre de chat, concevoir l'enveloppe, la conception bioclimatique, c'est pas que un sujet carbone. C'est un sujet confort d'été, c'est un sujet du coup adaptation, résilience. C'est un sujet vaste. On ne va pas faire un cours sur la conception bioclimatique. Je crois qu'il y a des gens qui connaissent parfaitement le sujet autour de la table. Mais donc, c'est un sujet multicritère assez complexe. Nous, on a juste constaté que quand on travaille très fort son B-Bio, ça va dans le bon sens sur quasiment tous les indicateurs. Je vais vous donner un exemple. Quand on travaille son B-Bio, on travaille assez souvent sa compacité. La compacité, ça paye en énergie et en matériaux. Ça paye les deux. Donc voilà, on n'a pas identifié d'injonction contradictoire où on aurait un choix cornélien. Pour le cas des logements, j'en profite juste pour ouvrir un ou deux chapitres. Par exemple, pour le confort d'été, pour les bureaux, il est probable, on n'a pas encore beaucoup travaillé sur les bureaux à ce stade, on arrive à des injonctions contradictoires. J'ai besoin de carbone pour faire des protections de façade. Donc il y a un peu des choix cornéliens. J'ai besoin d'un budget carbone adaptation. Voilà. Sur le cas spécifique des logements, nous n'avons pas vu cette injonction forte contradictoire qui laisserait penser qu'il va falloir faire des arbitrages cornéliens. On a l'impression que les champions de la conception bioclimatique vont être des champions de la réussite de la RE 2020 sur les logements collectifs. Peut-être dernier point, il y a des gens qui ont posé la question c'est quoi le bon taux de vitrage, c'est quoi le taux de compacité. C'est pas l'ADN du hub, nous on n'est pas là pour aboutir à quelque chose de préconçu, enfin du prêt à penser. Par contre, vous allez avoir des témoignages de gens qui ont fait des projets qui sont allés assez loin. Et je vous propose peut-être d'avoir des échanges, on leur demandera ce qu'ils ont fait, comment ils se sont organisés. Nous, on essaie de mettre en visibilité des leviers, des optimums et puis des retours terrain inspirants. Et on en aura quelques-uns dans quelques instants. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à plus de questions. On va essayer de le faire dans le chat. Je vous remercie parce qu'il y a des questions très pointues, très pertinentes et puis très positives. Il n'y a que des gens positifs connectés qui essayent de challenger un petit peu, de questionner, de s'approprier les résultats. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les questions. N'hésitons pas à rester en contact à l'issue du webinaire. Et on vous donnera une petite adresse mail. On peut avoir des échanges. Vous pouvez aussi rejoindre les travaux du hub avec plaisir. On est obligé de s'arrêter là, je suis désolé, c'est frustrant. Il y a quelqu'un qui lançait un débat sur la désirabilité du logement et les injonctions contradictoires. Il est passionnant et je suis très d'accord sur le fait qu'il y a des sujets, mais voilà, on n'a pas le temps d'ouvrir toutes les lignes de front. Et juste pour compléter ce que dit Christophe, effectivement, on n'a pas le temps de traiter toutes les questions. Il y a certains points très intéressants, notamment sur le confort d'été, qui ont été abordés dans les questions. Et on aimerait juste partager avec vous que ce sont des premières analyses où on s'est focalisé sur les logements collectifs, où on a regardé les premiers enseignements, mais ce sont des travaux qu'on va faire tout au long de cette année, où on va essayer d'aborder d'autres sujets, notamment par exemple le confort d'été, et également on va essayer d'aborder les autres typologies, les maisons individuelles, les bureaux. Donc, restez avec nous, on aura d'autres choses à vous partager, d'autres enseignements d'ici la fin de l'année. Merci à vous, côté Carbone 4, pour le partage de ces analyses sur les conservatoires RE 2020 du hub. Maintenant, on a l'honneur d'avoir des retours d'expérience de nos membres du hub. Tout de suite, c'est David Levanier de chez Puy Consultant qui va illustrer nos propos, ses analyses statistiques grâce à ses retours terrain, notamment pour nous aider à illustrer le sujet de l'étalonnage de la RE 2020, qui est en quelque sorte le thermomètre du carbone. David, je te donne la parole.
Merci, bonjour à tous et merci au Web de nous donner la parole. Donc comme ça vient d'être dit, je vais vous faire un peu le bilan de notre retour d'expérience de plus d'1 an et demi d'application de la RE 2020, d'abord en résidentiel collectif. Sur la première slide, je vais vous parler du BBio. Comme ça vient d'être dit, le BBio est un indicateur dimensionnant, c'est celui qui caractérise la qualité de l'enveloppe thermique. Néanmoins, comme c'était prévu, ce seuil il reste accessible pour les solutions constructives les plus courantes en RT 2012, notamment l'isolation intérieure. Donc, beaucoup de bâtiments vont rester en isolation intérieure. On va renforcer les épaisseurs d'isolants, les solutions de traitement de pont thermique, mais pas de chamboulement massif de la manière de construire. Néanmoins, je vous ai dit qu'il était dimensionnant. On voit régulièrement des projets défavorables, soit par leur conception ou de la parcelle, des spécificités de la parcelle, des bâtiments peu compacts, des grandes surfaces vitrées, des vitres sur séjour. Ces bâtiments peuvent avoir des difficultés non négligeables à respecter ce seuil. On va rester toujours compatible avec l'isolation intérieure, mais on arrive un petit peu au bout de ce que l'on est en capacité de faire en isolation intérieure. Côté confort d'été, degré-heure, en dehors des zones H2D, H3 qui sont l'arc méditerranéen, il n'y a pas de changement des pratiques insufflées par la RE 2020. Les solutions techniques mobilisées en RT 2012 sont, et on pourrait dire malheureusement, toujours compatibles avec le seuil de confort d'été exigé en RE 2020. Par contre, dans les zones H2D, H3 du sud-est, là, on doit mobiliser 1 ou 2 leviers de confort d'été passifs, tels que des occultations automatiques, ajourées, des brasseurs d'air ou autres, pour respecter les seuils. Un point d'alerte pour les bâtiments qui sont dans ces zones, lorsqu'ils sont en zone de bruit forte, la RE 2020, à juste titre, considère que l'occupant va moins ouvrir ses fenêtres, donc on a un seuil degré-heure, enfin une valeur du degré-heure qui augmente significativement et qui rend très difficile le respect de ce seuil. Donc c'est un cas spécifique que je pense que les acteurs de cette zone ont identifié qui donne du fil à retordre en termes de conception. Sur la slide suivante, je vais vous parler des indicateurs en lien avec la performance énergétique, les consommations d'énergie et puis le type de système qu'on prévoit pour alimenter le bâtiment en chauffage et en eau chaude notamment. Côté consommation d'énergie primaire, pas ou peu de surprises par rapport à ce qui était annoncé au début de la RE 2020. Le chauffage électrique peut respecter ces seuils, mais au prix d'une isolation très forte. Et là, on sort des solutions constructives classiques, on est obligé d'aller vraiment se rapprocher d'une enveloppe passive. Le gaz collectif, lui, est légèrement contraint. Du fait qu'il soit collectif, on a des pertes dans les réseaux de distribution qu'engendre 5 à 7 kWh de surconsommation. Lui, il dépasse légèrement les seuils, donc il va falloir surisoler un petit peu pour réussir à le faire passer sous le seuil de consommation. Attention aux projets qui ont deux niveaux de parking, puisque lorsqu'on a 2 niveaux de parking, on a souvent de la ventilation mécanique qui engendre des consommations supplémentaires et qui peuvent rendre un peu plus difficile à respecter ce seuil CEP et CEPNR. Côté IC Énergie, là encore pas de surprise. Donc là, c'est les émissions carbone engendrées par les consommations d'énergie. Le seuil 2022, il est accessible à toutes les solutions, notamment le 100% gaz, c'est pour ça qu'on en rencontre encore aujourd'hui. Le seuil de 2025, le 100% gaz est impossible. Il va falloir l'hybrider, ce gaz, avec une pompe à chaleur qui fait l'eau chaude et le chauffage, ou mobiliser uniquement des pompes à chaleur ou du bois ou des réseaux de chaleur bas carbone. L'enjeu ici, c'est que côté pompe à chaleur collective, on a une offre qui est disponible, mais qui est récente, donc il faut être attentif lors de son déploiement, passer un peu de temps et être un peu plus minutieux dans la conception, le suivi des travaux et puis le suivi des premières années pour éviter les contre-références. Et un enjeu pour les bâtiments de petite taille, on va dire en dessous de 15 logements, qui avaient l'habitude de faire du gaz individuel, qui ces acteurs étant habitués à l'individuel ont envie de rester en individuel et ça se comprend. Et donc là, il faut les solutions thermodynamiques individuelles faciles à intégrer dans le bâtiment ne sont pas des plus nombreuses et donc on voit de plus en plus de cas où on vient composer avec différentes solutions. Par exemple, des pompes à chaleur individuelles RO pour les logements des niveaux supérieurs et les plus grands logements, et du chauffage électrique, ballon thermodynamique pour les petits logements inférieurs. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, on sent qu'on a encore des réflexes de conception à trouver pour ces petits bâtiments. L'autre slide, je vais vous parler du IC construction, donc impact carbone des produits de construction. Nous, notre REX, c'est que
pour respecter les seuils 2022, on y arrive avec les solutions techniques mobilisées en RT 2012. Néanmoins, il arrive que certains bâtiments dépassent dès aujourd'hui ce seuil. C'est des bâtiments qui cumulent un manque de compacité, des revêtements extérieurs carbonés, une végétalisation épaisse, des grandes surfaces vitrées, ça vient d'être dit, des systèmes ENR, énergie renouvelable. Ça peut paraître contre-intuitif, mais lorsque l'on mobilise une solution d'énergie renouvelable, pompe à chaleur, photovoltaïque et autres, eh bien, certes, ça nous permet d'économiser, de limiter les émissions de CO2 durant l'exploitation, mais au démarrage, on a émis un peu plus pour fabriquer ces systèmes. Donc, voilà, le cumul de certains de ces spécificités peut amener un dépassement du seuil. Ensuite, il y a un petit graphique qui va apparaître ici. Je vais vous parler de la modulation du seuil IC Construction. Donc ce graphique, en bas, vous avez la taille du bâtiment, la surface habitable. Vous voyez que la RE 2020, le bleu là, c'est le seuil de la RE 2020, le seuil IC Construction. Il évolue en fonction de la taille du bâtiment. Et donc, on voit que en dessous de 1300 m², le seuil diminue avec une forte pente. Ça sous-entend que les petits bâtiments sont moins carbonés. L'enjeu, c'est que c'est vrai pour certains petits bâtiments, les petits bâtiments qui sont en toiture en pente, qui n'ont pas d'ascenseur ou autre, effectivement, rien que le fait d'enlever un ascenseur, par exemple, diminue drastiquement l'impact carbone du bâtiment et on respecte ces seuils sans trop de soucis. Dès lors qu'on a des bâtiments toiture terrasse, avec un ascenseur, avec un parking en sous-sol, ces petits bâtiments, on n'observe pas cette diminution franche de l'impact carbone, ce qui nous fait dire que cette modulation, elle est peut-être un peu trop dure pour les petits bâtiments. Sur la slide suivante, je vais continuer de parler du IC Construction. Je vais vous parler, comme ça a été fait avant, du lot 8.1. Pas uniquement le lot 8. Le lot 8.1, c'est l'impact carbone des générateurs de chaleur, donc les chaudières, les pompes à chaleur et des ballons. Il y a une valeur forfaitaire à 74. Nous, ce qu'on constate, c'est que dès qu'on est en solution gaz, on peut faire le calcul de manière détaillée et tomber sous la valeur de ce forfait. Donc c'est bénéfique, en tout cas pour l'impact carbone, pour l'indicateur IC Construction, de faire ce calcul en détaillé. En réseau de chaleur, c'est pareil. En pompe à chaleur collective, c'est un peu plus complexe. On arrive à passer sous ce lot forfaitaire uniquement lorsqu'on mobilise des produits d'industriels qui ont justifié leur impact carbone. Voilà, ce qui est assez rare, à ma connaissance. En impact collectif, il y a uniquement un fabricant ou deux qui ont justifié leur impact carbone. Pour tous les autres systèmes, souvent on est au-dessus, notamment un cas emblématique, c'est les solutions thermodynamiques individuelles, que ce soit uniquement des chauffe-eau thermodynamiques ou des packs individuels. Et bien souvent, on est au-dessus de ce forfait. C'est induit par le fait qu'elles ne sont pas encadrées par des PEP, donc ça encadré pas des valeurs par défaut, mais aussi que mobiliser une pompe à chaleur par logement, ça a un impact carbone significatif et malgré l'arrivée des PEP, ces solutions seront défavorisées sur ce point à l'avenir. Côté modulation du IMI DED, donc c'est le poids carbone des valeurs par défaut, comme ça vient d'être expliqué, c'est pas 370, c'est 250. Lorsqu'on dépasse un seuil à 250, eh bien, l'ARE 2020 rehausse le seuil, nous facilite le respect du IC Construction. Donc, dans le pool de bâtiments qui a été étudié, analysé par Carbone 4, on a à peu près un petit tiers des bâtiments qui déclenchent le seuil. Nous, de notre côté, on a vraiment rarement des bâtiments qui déclenchent le seuil. Ça montre que sur les bâtiments du pool, il y a encore des leviers d'amélioration possibles sans changer la manière de construire, mais en optimisant les données. Alors, il se peut que, du fait que le bâtiment respectait déjà le seuil visé, par exemple 2022, le bureau d'études n'est pas cherché à optimiser forcément toutes les données environnementales, puisque le respect du seuil n'impliquait pas de changement de solution constructive. Sur la slide suivante, voilà, ça c'est notre retour d'expérience à date sur, voilà, si on veut anticiper les seuils de demain, quelles solutions constructives il faut mobiliser. Alors, c'est pas les recettes uniques qui fonctionnent, c'est voilà, quelques bouquets de solutions. Pour respecter le seuil 2025, de notre point de vue, ça reste un cap important et il va falloir mobiliser du béton bas carbone associé à un second œuf décarboné, donc les revêtements de sol, les peintures, les bardages extérieurs et autres pour réussir à passer. Une autre solution, c'est de faire de la mixité bois-béton. Et là encore, dans la plupart des cas, la façade en bois ne suffit pas. Il va falloir positionner du bois de structure ailleurs, en attique, quelques planchers et autres.
Pour atteindre le seuil 2028, là, on est un peu plus en rupture. Soit il y a un levier, c'est je fais du 100% structure bois, 100% entre guillemets, puisqu'on a toujours le rez-de-chaussée, l'ascenseur, l'escalier qui sont en béton, pas toujours, mais régulièrement. Et donc là, normalement, quand on mobilise ce mode constructif, on passe les seuils 2028 sans trop de problèmes, même s'il peut y avoir des spécificités sur certains projets. On peut faire aussi une mixité bois-béton, béton bas carbone, associé à du second œuvre décarboné pour réussir à passer ces seuils. Pour atteindre le seuil 2031, je vais associer par exemple un des modes constructifs qui se positionne le mieux, le 100% structure bois, mais je vais être obligé d'actionner des leviers autres comme la compacité du bâtiment, le fait d'être en toiture légère, le fait d'avoir des surfaces vitrées limitées, des revêtements extérieurs bois ou enduit, puisque c'est les deux revêtements extérieurs les plus bas carbone, des second œuvres bas carbone, et puis un système CVC avec un faible impact carbone. Donc voilà, c'est vraiment un alignement de plusieurs critères qui permet d'atteindre le seuil 2031. Alors quand on voit cette... David, excuse-moi, c'est Oui. Christophe. Moi, je suis quand même obligé de te signaler qu'on a 97 questions sur les degrés heures. Et du coup, est-ce que tu peux me faire un petit clin d'œil sur, dans ce cocktail programmatique, ta vision Ouais. des degrés heures et des éventuelles injonctions contradictoires? C'est gentil, merci. Effectivement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les degrés heures, sur la région, en dehors de la région sud-est, le seuil RE 2020 en immeuble collectif n'est pas dimensionnant. Et donc, même si la conception de votre bâtiment dégrade le confort d'été, vous allez réussir à passer les seuils. Néanmoins, effectivement, il y a un enjeu. Alors, sur les liens entre les différents indicateurs, vous avez parlé de la surface vitrée. Diminuer la surface vitrée, c'est bien en carbone, puisque 1 mètre carré de surface vitrée est plus carboné qu'1 mètre carré de surface opaque. Et c'est bien aussi en confort d'été, puisque une vitre, même fermée, isole moins bien. Donc forcément, s'il fait plus chaud dehors, à travers cette vitre, la chaleur rentre, même si cette vitre est protégée. Donc diminuer les surfaces vitrées, ça n'a pas de contradiction avec le confort d'été, si tant est que ces surfaces vitrées permettent de ventiler correctement le logement. Donc, il faut plutôt des ouvrants à la française et autres, et de mieux positionner le bâtiment. Sur le lien entre compacité et confortité, bien souvent, quand on optimise la compacité d'un bâtiment, on diminue le nombre de logements traversants. Donc forcément, ces logements traversants, c'est des logements qui sont moins confortables, on va moins facilement les ventiler. On observe d'ailleurs sur la degré heure, puisqu'on ne calcule pas un degré heure pour l'ensemble du bâtiment, mais un degré heure, on va dire, moyen qui est représentatif des logements traversants et un degré heure moyen qui est représentatif des logements non traversants. On observe sur la différence entre ces deux groupes de logements, environ 100 à 150 degrés heure, quand le niveau maximum à respecter est à 1250. Donc il y a effectivement parfois une contradiction entre compacité et confort. Ensuite, je ne sais pas si ça répondait aux questions, j'avais un autre point, mais je l'ai oublié. Je voulais juste... aux questions, j'allais te demander si les degrés heures de la RE 2020 sont compatibles au scénario du GIEC, mais on en reparlera à un autre webinaire. Oui, en 2 mots, on peut dire que non, puisque les bâtiments de la RT 2012, je vous l'ai dit, dans les 3/4 de la France, passent les seuils de la RE 2020. On sait dès maintenant, pour y vivre chacun d'entre nous, que ces bâtiments ne sont pas vraiment adaptés à la période caniculaire. Voilà, donc ça, on va avoir le même constat. Là où il pouvait y avoir une contradiction aussi, c'est dans le terme d'inertie des bâtiments. J'ai parlé de construction bois. Bien souvent, quand on va augmenter la proportion de structure bois dans les bâtiments, on va limiter l'inertie. Et donc, on va rehausser légèrement le degré heure, mais ce n'est pas du tout incompatible avec le respect des seuils de l'ARE 2020. Et on peut prévoir des leviers de second œuvre pour compenser ce manque d'inertie. Je pense notamment une chape béton à tous les niveaux, 2 plaques de plâtre et autres. Voilà. Ouais, David, en fait, la quadrature finalement confort bas carbone revient sans cesse, donc c'est un sujet important. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Je te fais juste un clin d'œil, il nous reste 3-4 minutes pour finaliser ton intervention. Très bien. Alors, 3-4 minutes, c'est parfait. Je vais reprendre 1 minute pour parler de la slide d'avant, si c'est possible d'y revenir. Juste voilà, j'ai affiché des bouquets de solutions pour respecter les seuils. Bien évidemment, il y a des bâtiments qui passeront plus facilement ces seuils s'ils n'ont pas d'ascenseur, pas de parking, qui sont très compacts et autres. Et bien évidemment, ça ne dit pas, enfin les prestations que j'ai affichées pour respecter le seuil de 2028, quand on sera en 2028, on n'aura pas forcément à massifier ces prestations-là, puisque d'ici 2028 ou 2031, la base de données INIES va évoluer
va y avoir des facteurs qui vont faire que les données vont s'alourdir, d'autres qui vont faire qu'elles vont s'améliorer, des changements de normes. Chaque industriel est en train de faire des efforts pour décarboner ses produits. Donc, moi, si j'avais à parier, je dirais qu'en 2028, ce sera plus simple de respecter les seuils puisqu'on aura des données environnementales avec un impact inférieur. Maintenant, pour le dernier point, qui est un peu notre ex en bureau, donc là je vais être plus synthétique, côté B-Bio, le seuil pour nous en bureau est plus dimensionnant qu'en logement et surtout il a un impact sur la conception du bâtiment qui est un peu plus franc. Voilà, la façade c'est un élément important en bureau, donc là on n'aura pas autant de liberté qu'en RT 2012. Il va falloir optimiser les protections solaires, la proportion de façades rideaux puisqu'elles sont souvent un peu moins performantes, le ratio d'ouverture des baies, en dessous de 40% de ratio d'ouverture des baies, on a des baies bio qui s'accentuent fortement, la surface vitrée. Côté degrés d'un confort, là encore, le sud-est de la France, c'est la zone où il y a des vraies améliorations à faire. Néanmoins, dans le reste dans un certain nombre d'autres zones climatiques de la France, eh bien, en bureau, on se rapproche plus dangereusement du seuil. Alors, bien souvent, on arrive à respecter les seuils, mais voilà, une erreur de conception peut engendrer un dépassement. Côté consommation d'énergie primaire, en bureau, le 100% gaz, il est parfois possible, mais il est souvent contraint. Voilà, on est un peu à la limite. Et côté consommation, enfin efficacité énergétique, vraiment là, on doit mobiliser les solutions techniques les plus efficaces en termes d'éclairage, de gestion de l'éclairage, de ventilation, d'étanchéité à l'air des réseaux. Voilà, on est obligé de pousser l'ensemble des curseurs au maximum pour réussir à passer sous ce seuil de consommation. Donc encore une fois là, un indicateur dimensionnant. Et côté IC Construction, là aussi, j'ai le sentiment que ce IC Construction 2022 est plus dimensionnant que côté logement et qu'on est dès maintenant obligé de faire attention à la conception, notamment de la façade. C'est pas le seul impact, mais le seul levier. Mais voilà, il faut être attentif à ça dès maintenant. Et le seuil 2025 représente une marche plus haute que celle en résidentiel. Donc globalement, une ARE 2020 en bureau qui est dimensionné un peu plus fortement, un peu plus avec un peu plus de justesse, voilà, moins de marge de manœuvre. Merci beaucoup David. On aura l'occasion de creuser ce sujet sur le tertiaire et particulièrement les bureaux lors d'un prochain webinaire. On n'a malheureusement pas le temps de poursuivre avec les questions. On va poursuivre avec d'autres retours d'expérience qui sont maintenant des témoignages de membres du Hub qui nous présentent des projets exemplaires. Et ça permet d'illustrer le côté opérationnel, de répondre à la question comment on fait sur le terrain pour passer les seuils, d'un point de vue un peu plus qualitatif que les précédentes analyses statistiques. Notre ambition via ces retours d'expérience, c'est de mettre en valeur les indicateurs clés, les indicateurs les plus dimensionnants sur lesquels il faut se concentrer pour passer les seuils. Et donc, on va pouvoir collecter les ordres de grandeur associés à ces indicateurs. Et donc, je vais donner la parole dans un premier temps à Julien Bisbourg de chez Bouygues Immobilier. Bonjour à tous. C'est bon, je pense que vous m'entendez. Donc en effet, je suis Julien Brisbourg, référent construction bas carbone pour Bouygues Immobilier. Merci au Hub de me donner la parole dans un webinaire aussi technique, j'espère être à la hauteur. Donc l'idée, c'était de vous présenter un projet spécifique. Il faut vraiment le remettre dans sa spécificité. Hein. On peut en tirer certaines conclusions, mais on ne pourra pas dupliquer ça partout. Hein. C'est vraiment un projet dans son contexte. Donc, c'est un projet de 48 logements répartis sur 3 bâtiments en Bretagne. Donc, on voulait atteindre le seuil 2025 pour être Pinel Plus et voir si on pouvait atteindre le seuil 2028 de la RE 2020. Et vous verrez que on y arrive, je spoil un peu la fin, mais on y arrive avec quelques éléments à intégrer qui reprennent certains éléments qui ont déjà été évoqués depuis ce matin. On est sur un coût travaux à peu près de 5 millions d'euros sur l'ensemble des 48 logements. Si on passe à la slide suivante, si on rentre dans le vif du sujet tout de suite, donc le système constructif.
ça reste, comme ce qui a été dit, un tiers de l'impact carbone de l'IC Construction. Donc vous voyez que on a mis un peu de couleur, c'est-à-dire tout ce qui est gris clair, ça reste en béton. Donc on est sur une structure, un rez-de-chaussée entièrement en béton. On a nos planchers qui restent en béton. On a des porteurs verticaux aussi en intérieur qui sont en béton. On a en façade de la brique porteuse, et puis sur les derniers niveaux en verre, on a de la façade ossature bois avec une toiture plate en bois avec une légère pente, bien entendu, pour respecter les DTU. On a également un peu de béton bas carbone dans les escaliers. Ce qui est important aussi, dans la suite, vous le verrez, on a chez Bouygues Immobilier des collections spécifiques, comme tout promoteur. Et dans ce bâtiment-là, on n'a pas de chape au sol, donc ce qui fait diminuer intrinsèquement le poids carbone. Qui dit pas de chape, dit pas de matériaux, donc pas de poids carbone. Quoi vous dire de plus? On est donc en revêtement de façade sur de l'enduit, sauf sur les derniers niveaux où on est en bardage bois. Donc l'enduit qui est peu carboné et le bardage bois qui est encore plus favorable avec l'ACV dynamique. Et puis, bien entendu, sur l'IC énergie, on n'a pas de gaz, on est en pompe à chaleur. Et aussi, une des particularités que j'ai souligné en bas, on a un local technique qui permet d'alimenter 2 bâtiments. Donc, on mutualise le local technique et donc on divise quelque part le poids carbone de ce local technique sur 2 bâtiments. Donc, si on passe à la slide suivante. Donc, on évoquait tout à l'heure le taux de compacité. Je pense qu'on a un vrai sujet sur le taux de compacité, quelle est la définition précise. Donc, nous, aujourd'hui, on s'est donné une définition interne. On voit que les définitions ne sont pas identiques. C'est un indicateur qu'on commence à suivre, qu'on ne suivait pas forcément jusqu'à présent. Donc, pour nous, le taux de compacité, c'est l'ensemble des surfaces déperditives, donc nos façades, nos toitures et puis notre plancher bas du rez-de-chaussée divisé par notre chab. Donc là, on est sur 1,3 qui paraît à la vue du bâtiment plutôt pertinent. On n'a pas de sous-sol, donc on a des parkings en extérieur, donc dans le lot VRD qui lui est capé. Donc l'avantage d'un point de vue carbone, d'un point de vue IC Construction, de ne pas avoir de sous-sol, c'est-à-dire qu'on n'active pas la modulation liée au parking, on est inférieur la modulation liée à l'infrastructure sur le lot 2, donc on est inférieur à nos 40 kg de CO2 par mètre carré chab. On a dans la partie méthode, on a énormément travaillé avec la maîtrise d'œuvre sur les produits qu'on allait mettre en œuvre pour choisir un maximum de FDES individuels. On est à peu près à 30% du poids carbone total qui est en DED, donc les lots forfaitaires et puis les données environnementales par défaut. Donc c'est 30% du poids carbone. Donc ça a été un des critères aussi qui nous permet d'aller plus loin dans l'impact carbone. On a un seul ascenseur, on est sur des bâtiments qui sont en R+3 jusqu'à R+5, donc on n'a qu'un seul bâtiment et on développe à peu près à chaque fois sur ces bâtiments-là une vingtaine de logements, donc nous permet de garder qu'un seul ascenseur, donc ça diminue aussi. Et puis dans le consommer mieux, donc on a mis un peu de matériaux biosourcés et un peu de béton bas carbone. En termes de coûts, je vous ai dit 5 millions de coûts travaux. On a estimé, parce que c'est toujours un peu délicat, parce qu'on était déjà parti dans cette volonté d'atteindre le seuil à minima 2025. Et on s'est aperçu au départ qu'on n'était pas loin du seuil 2028. Donc c'est pour ça qu'on a remis un petit poids du corps pour l'atteindre. Donc c'est compliqué de se dire combien il aurait coûté ce bâtiment si on l'avait fait au seuil 2022. Et donc on a un peu estimé entre 5 et 10% de plus-value, enfin de moins-value si on l'avait fait en seuil 2022.
donc, si on passe à la slide suivante, donc là, vous voyez les résultats factuels de l'étude menée par le bureau d'études Emenda, bureau d'études locales d'opération. On voit qu'on a une petite marge par rapport à notre seuil 2028. On a 18 kg de CO2, ce qui représente 3%. Donc, il y aura bien entendu un suivi à faire, surtout sur la partie gros œuvre, pour pouvoir faire bien attention de ne pas déraper. Dans ces 3%, il va falloir qu'on absorbe les options qui pourront être prises dans la partie par nos acquéreurs, les TMA aussi. Il y a toujours des petits travaux modificatifs qui doivent rester aussi dans cette enveloppe, parce que, bien entendu, la vérité va se situer à la fin de chantier quand l'ACV finale sera faite, en intégrant tout ce qui aura été mis sur le chantier. On voit que sur les aspects énergétiques, on est plutôt bon. On évoquait tout à l'heure le BBio, donc on voit qu'on est tout juste à 8-10% par rapport au seuil. Donc ça correspond, ça vient conforter ce qui était dit juste avant. Pour en revenir à l'IC Construction 2028, pour être sincère avec vous, quand on a vu cette étude-là arriver, et moi le premier, je mettais des doutes. Je pensais pas qu'un bâtiment pouvait atteindre entre guillemets si facilement le seuil 2028. Donc c'est un bâtiment qu'on a analysé, qu'on a fait analyser via une contre-étude par un autre bureau d'études, et c'était vraiment bon. Donc on est plutôt confiant sur cette étude-là et sur cette configuration de ce bâtiment-là à passer le seuil 2028. Et du coup, on me posait la question de savoir comment on pourra atteindre le seuil 2031. On est quand même, faut être sincère, assez loin. On est à 15% d'écart, donc il nous en manque quand même pas mal. On pourrait encore utiliser davantage de FDS individuels, bien entendu. Utiliser des matériaux biosourcés, on ne les a pas utilisés par exemple en plancher, donc ça on pourrait également le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on continue en partant du haut vers le bas, savoir le nombre de niveaux où on pourrait passer en plancher bois, et puis passer aussi l'intégralité du béton en béton bas carbone, donc CEM3, voire très bas carbone, ce que j'identifie les bétons avec des ciments de rupture type Hoffman ou autre. Mais déjà, ce que je voulais aussi faire passer comme message, c'est que sur ce bâtiment-là, pour arriver au seuil 2028, donc on a un sujet sur la compacité, on a un sujet sur notre infrastructure, pas de sous-sol, donc on a une fondation superficielle, donc elles doivent peser 8 ou 10 kilos le lot 2, donc on est vraiment en dessous de la modulation. On n'a pas comme je l'évoquais, on a des collections qui sont avec des produits qu'on a au maximum avec des FDS individuels et puis au maximum décarbonés. On n'a pas de chape dans les logements, tout en respectant bien entendu les sujets acoustiques. Voilà un peu les grandes lignes, les grandes conclusions de comment on atteint le seuil 2028 sur cette opération-là. Après, je crois qu'il y a une slide où il y a quelques résultats des lots et des sous-lots. Il y a l'ensemble du détail, Julien, mais comme la montre tourne, un grand merci pour ton témoignage. Je crois qu'on a un tout petit peu de temps éventuellement pour soit une petite conclusion de ta part, sachant que tu nous as déjà donné plein de messages porteurs d'espoir, soit peut-être quelques questions. Ah, pardon. Julien, est-ce que tu souhaites faire une petite conclusion? Ouais, on peut faire une conclusion. Je pense que non, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que pour moi aujourd'hui, il y a un vrai travail tripartite sur ces bâtiments-là où on a des ambitions environnementales assez fortes entre les demandes des aménageurs, les demandes des maîtres d'ouvrage et puis la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que il faut vraiment que dès le départ sur les projets, on ait ces trois, à minima ces trois entités-là qui soient présentes pour pouvoir mener à bien un projet.
sinon, on peut se retrouver avec des injonctions contradictoires. Très bien. On prend peut-être quelques questions. Nathan, est-ce que tu as identifié je crois que j'ai vu une question passer sur le solaire. Du coup, je te relève peut-être la question, Julien. Comment tu perçois la place du solaire sur un projet de ce type? Est-ce que l'idée est venue? Oui, non voilà, c'est quoi ta perception? Mettre des panneaux solaires, non. L'idée n'est pas venue sur ce bâtiment-là. On n'en a pas mis, pas évoqué. Pas utile sur le projet. À mon avis, c'est un sujet à voir à chaque projet, chaque décision. Aujourd'hui, j'ai pas assez on n'a pas assez de recul. D'ailleurs, je suis preneur, hein, s'il y en a d'autres qui ont des reculs sur les bénéfices globaux sur ces panneaux solaires, quoi. D'accord, bah c'est un sujet qu'on note, on pourra en reparler du coup. Il y a une question qui a été posée sur la PAC triple service et sur le confort. Est-ce que tu as quelques commentaires à faire sur ce qui a été mis en œuvre sur les aspects confort, la PAC triple service, etc. Enfin, est-ce que tu as quelques commentaires à faire sur ces aspects-là de la conception où il y a quelques questions? Ça nous permet de faire aussi un peu de rafraîchissement. On climatise pas, hein, c'est pas de la climatisation, mais ça nous permet de faire un peu de rafraîchissement aussi en été. Okay. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions plus précises, mais c'est... Non, en gros, on est toujours sur la quadrature bas carbone d'un côté confort, qui est un sujet saillant sur lequel on aura l'occasion de revenir. On ne peut pas tout adresser en un seul webinaire. Est-ce qu'il y a des dernières questions qu'on pourrait relayer à Julien que je n'ai pas vues, comme je jongle d'un écran à l'autre? Ouais, je pense que la plupart des sujets ont été traités, mais il y a eu beaucoup de questions effectivement, et donc ça va nous pousser à investir ce sujet-là à fond, donc sur l'indicateur DH et le confort d'été qui revient, et on le comprend toutes et tous avec l'été qui vient, notamment les effets. Peut-être c'était sur le précédent projet des logements traversants. Jusqu'à quel point ça vient jouer. Mais sinon, on a répondu à la plupart des questions. Très bien. Bon, je tiens à saluer chaleureusement Julien, parce que cet exercice quand même d'ouvrir les livres et puis de nous mettre en pâture tous les choix, toutes les orientations programmatiques. Voilà. Merci pour cette transparence qui nous aide à avancer. Et puis c'est aussi assez motivant parce qu'on voit que finalement, ce que j'ai compris de ton témoignage, c'est qu'au cœur du réacteur, il y a eu du dialogue, il y a eu de l'analyse concertée sur les choix techniques. Enfin, voilà, j'ai senti ce levier méthodologique qui était assez saillant. Et puis à la fin, on a une mixité de solutions. Donc, merci Julien, merci à l'équipe Wikimo pour votre transparence et le partage. Donc, vous êtes des grands habitués. Merci à vous. Deuxième témoignage, Émilie? Oui, merci pour ce riche témoignage. Et on en a encore un autre tout de suite, donc toujours dans l'idée de cibler ces indicateurs clés et les ordres de grandeur associés. Donc maintenant, c'est Benjamin Rousseau de chez Link City et Alan Bragado de chez Elan qui vont nous partager un projet de recherche. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. Bien, avec Alan, on va vous présenter ce projet situé en métropole lilloise, donc Saint-André-les-Lilles, une petite commune en bord de canal. On y développe Link City en copromotion avec, en tout cas en co-aménagement avec Node, une opération d'aménagement urbain. On va y retrouver plusieurs lots. Aujourd'hui, on parle du lot F, qui est un lot résidentiel, près de 150 logements. Comme vous le voyez sur le plan masse, réparti en 4 bâtiments. Le lot est décrit par Anma, architecte et urbaniste du quartier. Donc on a un certain cahier des charges à respecter. Vous voyez notamment l'architecture avec ses toits double pente. On reprend l'esprit de maison, même si évidemment on est sur du collectif sur cette opération. Et Alan va vous détailler le parcours mené sur le bâtiment B en premier plan de la perspective. On s'est allié avec Elan sur ce projet pour
voilà, appréhender, apprendre des nouvelles exigences de la RE 2020. Et le bâtiment B, on vous le détaillera plus tard, mais a des caractéristiques qui ont donné des résultats alors très, très positifs, mais c'est un cas particulier et on est content de cette expérimentation. L'enjeu était surtout de maîtriser le niveau RE 2020 et le seuil 2025, puisque Link City, en tout cas, on se donne comme objectif d'au moins atteindre ce niveau 2025. Les seuils suivants, et on l'a vu dans la présentation précédente, sont complexes et ne sont pas encore maîtrisés. Si on peut passer à la slide suivante. Bien. Alan, je prends le relais. Ouais, Benjamin, merci à tous de nous laisser la parole. Donc, Alan Bragado, je fais partie de chez Elan et j'ai accompagné Benjamin et Link City sur ce lot F de K22 où donc on a quatre bâtiments avec 4 principes constructifs différents. Et là, l'idée, c'est de mettre en lumière le bâtiment B où sur l'ensemble du lot, on a accompagné Link City dans sa stratégie, sa conception bas carbone pour voir où se situaient les 4 bâtiments avec ces principes constructifs différents. Et on a vraiment déjà dès à présent en fait commencé les premières phases du projet avec une démarche qualitative, donc c'est-à-dire sans forcément réaliser d'analyse de cycle de vie, sans forcément avoir des quantitatifs pour faire des variantes. On a vraiment l'été dernier donc eu plusieurs échanges avec cette démarche qualitative, donc avec des inspirations notamment sur l'ensemble des matériaux qu'on pouvait utiliser et ce qui a débouché à une première ACV en fin d'année 2022 sur les 4 bâtiments. Donc bon voilà, vous l'aurez compris, moi je vais vous parler davantage sur le volet carbone et notamment le volet IC construction. C'est néanmoins le plus structurant, comme évoqué précédemment, parce que c'est le nerf de la guerre pour respecter les différents seuils de la RE 2020. Donc en termes de poids carbone, si je commence, on est à 38%. Bon, dans ces 38%-là, il y en a beaucoup qui sont liés quasiment la moitié au lot forfaitaire 10 et 11. Il y a eu énormément d'échanges pour définir l'ensemble des éléments, des matériaux entre Anma Architect, Link City, le service achat de Bouygues et nous. En termes de taux de compacité, on est à 1,7, on n'a pas de réemploi, on est dans le taux de vitrage à 20% énoncé par David donc pour respecter les taux 2031, donc on est tout bon. Alors, la spécificité du site également, c'est que le terrain est pollué. Et donc, du coup, le premier niveau, c'est un parking. Donc, on a un parking en superstructure qui correspond à notre premier niveau de rez-de-chaussée. Et en termes de principes constructifs, en tout cas pour ce bâtiment B, bon, on coche un peu toutes les cases aussi du bâtiment full bois et bien biosourcé avec une structure poteau-poutre, des planchers solivage, uniquement une dalle béton en soi, donc pour le premier niveau de logement, mais après derrière très peu de béton, pas de voile, pas de refend, une toiture légère également avec une charpente bois. Donc là, on coche vraiment l'ensemble des cases. Et en termes de l'eau plutôt technique, donc on est sur de la pompe à chaleur RO, fonctionnement avec un fluide frigo, donc du R32 qui est beaucoup moins impactant que peut l'être un R410A, et où on a pu avoir également donc des PEP, les FDES pour les équipements techniques pour ce volet-là. Donc plutôt, ça c'est pour les grandes lignes de la conception du bâtiment. Si on passe à la slide d'après et avec les différents résultats, donc on peut voir qu'on est niveau 2031, bon, très légèrement en dessous, avec un niveau 2028 assez consolidé. Donc ça, pour le coup, c'était la bonne nouvelle et on va vous expliquer pourquoi on arrive à ces niveaux-là. Mais si je suis un peu sur les différents résultats, donc le IC énergie, on le respecte aussi, le fait d'être en full électrique et via les pompes à chaleur
individuels mis en place sur ce projet. Et pourquoi on respecte ce seuil très performant d'IC Construction? Alors, j'en ai mentionné deux mots, mais notamment qu'il y a très peu de béton. Donc, à l'extérieur, pas de refend, pas de toiture lourde. Mais on a également donc le bâtiment B qui est en niveau R+2. Donc, on a uniquement un premier niveau de logement et un deuxième en duplex. Et on n'a pas de cage d'escalier, on n'a pas de cage d'ascenseur. Donc, ce qui aussi nous facilite là-dessus sur la diminution des mètres cubes de béton, donc pris en compte dans notre analyse de cycle de vie. Deuxième point, on a énormément de bois et de matériaux biosourcés, donc qui est énormément favorisé par l'ACV dynamique de la RE 2020. On a fait un gros travail amont, donc avec cette démarche qualitative et aussi avec le service achat de Bouygues pour optimiser vraiment l'ensemble des FDES de chaque matériau. Donc, ce qui fait qu'on a très peu de données par défaut et une fois qu'on a les FDES, on comparait aussi quels étaient les matériaux les plus performants. Donc, on a fait vraiment un choix là-dessus avec un cahier des charges assez précis sur quels sont les matériaux à viser et à optimiser dans le cadre de cette analyse de cycle de vie. On a nos lots techniques, pareil, donc on a détaillé l'ensemble des lots sanitaires avec des FDES collectifs ou individuels. On a réussi à utiliser aussi une PEP pour notre système, pour notre lot 8.1. Et donc, on a uniquement lot forfaitaire, les lots 10 et 11, donc, qui sont les lots CFO, CFA. Donc, on a fait aussi un travail sur ces lots techniques, notamment sur tout ce qui est équipement sanitaire, où on a fait le choix de prendre des FDES collectives à minima. Concernant le second œuvre, donc le gros on a vu que sur les bâtiments de logement collectif, l'un des impacts importants, c'est les sols et les peintures. Sur les sols, c'est du parquet stratifié. Pour les peintures, on a optimisé pour une peinture biosourcée Algo qui arrive à nous réduire quand même assez massivement donc cet impact lié aux secondes œuvres. Et on parlait beaucoup de modulation précédemment, notamment sur la modulation de surface. Donc là, on a pu voir que elle n'était pas si pénalisante que ça. Enfin, elle n'était pas pour ce petit bâtiment qui représente 1000 mètres carrés de chab. Pour la petite anecdote, sur les 4 autres bâtiments, on a un gros bâtiment de logement collectif à 4500, 5000 mètres carrés de chab, avec une façade mob qui ne passait pas le seuil 2025. Comparé à un autre bâtiment plutôt classique en béton ITI qui le passait parce qu'il était il avait beaucoup moins de surface, ce bâtiment béton ITI. On a vu que cette modulation de surface sur le gros bâtiment était vachement pénalisante malgré le MOB et donc malgré des efforts aussi réalisés sur ce bâtiment D, il me semble, de ce lot F de K22. Donc une importance quand même sur les surfaces et on l'a vu sur les lots, sur les modulations aussi VRD et fondation qui n'incitent pas forcément non plus à décarboner. Donc là, le lot fondation plafonné nous a aidé à aussi avoir ce type de résultat. Et la dernière slide avec les résultats peut-être un peu plus détaillés de chaque lot. Donc là, on peut voir que tout ce qui est grosse œuvre ne représente pas énorme, alors que normalement, c'est la majorité de l'impact carbone d'un projet immobilier. On voit que là où on a le plus de mal à réduire l'impact carbone de notre ACV, de notre projet, c'est concernant tout ce qui est donc l'eau technique. Derrière, on a le second œuvre également, et puis le gros œuvre. Et donc, dans ce qui est le plus impactant, c'est notre lot forfaitaire, donc notre lot CFO, le lot 10, qui a le plus d'impact sur l'analyse de cycle de vie, qui suit par un autre point technique, donc nos pompes à chaleur, notre pompe à chaleur donc individuelle, et après derrière donc le volet roulant parce qu'on est en aluminium et les dalles béton. Donc du premier niveau de logement et du parking, mais qui est considéré donc qui est en superstructure, mais qu'on met en infrastructure du fait qu'il soit sous la première dalle de logement. Donc le parking étant dans le lot 2. Donc
Ça nous a donné beaucoup d'indications sur ce bâtiment B, sur comment accéder à ces seuils très performants. Le 2028 est très consolidé. Le 2031, bon, on est un peu plus sensible par rapport à ce niveau-là. Mais en tout cas, on peut quasiment considérer que ça, comme du fait qu'il y ait peu d'étages, qu'on n'ait pas de cage d'ascenseur ni d'escalier, qu'on est presque aussi en surélévation au final d'un parking. Tout ça fait qu'on a pu vraiment pousser un maximum de leviers bas carbone avec Linkcity, avec l'architecte, avec le service achat de Bouygues. Donc, on parlait de tripartite. Là, on était vraiment un ensemble de parties prenantes pour essayer de varianter plusieurs points et d'arriver à ces niveaux assez performants qui sont vraiment liés à la spécificité du site notamment. Je ne sais pas si Benjamin, tu as autre chose à rajouter sur ce bâtiment B du LOEF de K22. Sur la relation tripartite, et je te remercie d'avoir cité l'architecte. Mon introduction s'est faite très, très rapidement, mais voilà, ça a été un travail aussi collectif vis-à-vis de la direction de l'ingénierie Bouygues pour voilà, essayer de coller entre les notices de nos clients et tout ce travail de venir réduire, décréter lot par lot les prestations. L'important, c'est de retenir enfin l'important en tout cas à mon sens, c'est de voir le chemin en tout cas que l'on doit prendre côté promotion pour aller atteindre ces différents seuils dans les années à venir, tout en étant conscient que le lot B est, enfin en tout cas le bâtiment B est un cas un peu particulier. Tu parlais de surélévation, je pense que c'est la bonne image. Donc très content dans le retour et dans le retour d'expérience qu'a pu partager aussi David, c'est toute sa liste, au final, on s'y retrouve dedans. Donc là-dessus, par rapport à son retour d'expérience sur les niveaux 2028, voire 2031. Donc, on partage ce retour d'expérience, en tout cas d'un point de vue très opérationnel sur ce projet-là. Ok. Benjamin, Alan, un grand merci à vous pour ce partage, à nouveau extrêmement concret. Et puis là, c'est encore un gap, parce que là, vous êtes allé jusqu'à 2031. Donc, il y a quelques questions que peut-être en prendre une, deux. Il y en a très techniques sur la CV, et puis il y en a un peu plus générales. Bon, forcément, une question qui brûle les lèvres, c'est ça coûte combien? Donc, est-ce que ça a des tendances, par exemple, est-ce que ça coûte moins cher? Ça pourrait être une sorte de breaking news de fin de webinaire. Voilà, il y a quelques éléments de décryptage à ce stade qui sont partageables. Le sujet n'est jamais simple. Il n'y a rien de plus compliqué que le prix d'un bâtiment, mais voilà, la question, forcément, sur le sujet de la valorisation, on est tout de suite parti sur une conception bois. En fait, en ayant les trames imposées par la fiche de l'eau, on a identifié le bâtiment B comme étant voilà, idéal pour être en ossature bois, refend bois. Donc, je veux dire par là que oui, le coût de construction est cher, mais comparativement, je n'ai pas de version béton du bâtiment B. Donc aujourd'hui, on évoque souvent plus 15%, plus 20% de surcoût lié à un gros œuvre bois, enfin du moins une conception bois, mais je peux pas l'affirmer dans le cas du B. Ok. Très bien. Mais en toute transparence, effectivement, si je reprends des ratios, en tout cas, toutes choses égales par ailleurs, oui, on est plus cher que du béton. Bon, Benjamin, j'espérais que vous nous disiez que c'était moins cher. Ça aurait été une conclusion. Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. On restera sur cette note. Moi, ce que j'ai été globalisé aussi dans l'ensemble du lot, parce que il y a 4 bâtiments au niveau du lot et tous les bâtiments ne sont pas aussi pilotes que peut l'être le bâtiment B. Donc, je pense que ça facilite aussi cette enveloppe financière liée aux autres bâtiments qui représentent aussi plus de surface, qui respectent les seuils quasiment presque 2025, voire 2025 pour certains d'entre eux. Mais je pense que ça facilite aussi l'appropriation de ce bâtiment B et l'ensemble de ces leviers qui ont été mis en place. Ok, excellent.
Il y a d'autres questions assez pointues sur la réalisation de l'ACV. Malheureusement, on va manquer de temps, donc je vais vous proposer une conclusion. Encore merci beaucoup Alan et Benjamin pour le partage très concret de ce projet. Et je vous propose qu'on conclue parce que j'entends quasiment d'ici 274 estomacs en train d'appeler la fin du webinaire. Donc, je vais faire une petite conclusion très brève. Bon, déjà, évidemment, je salue l'ensemble des équipes et des intervenants qui ont permis, je pense, un webinaire de qualité. On a été très challengé sur pas mal de thèmes, donc merci à vous, parce que c'est ce qui nous fait avancer, en fait. Vous nous avez beaucoup questionné sur les enjeux de conciliation, notamment adaptation, atténuation. Voilà. Est-ce que la canicule qui se rapproche n'est pas aussi un signe du destin pour que le hub se penche un peu sur ces sujets-là, on le verra. En tout cas, si vous avez, vous aussi, envie de partager des analyses de cycle de vie, si vous aussi, vous êtes en train d'essayer d'aller plus vite et plus loin dans vos projets au quotidien sur la RE 2020, eh bien, je pense que vous êtes pile poil dans le cahier des charges des membres du hub. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'aventure. Vous mettez un petit mail générique. N'hésitez pas à nous écrire des questions, des remarques, des commentaires, des critiques, quelles qu'elles soient, elles sont toutes les bienvenues, voire des envies de nous rejoindre. Et on sera très heureux de vous compter parmi nous. La next step, on va commencer sur la partie RE 2020. On a un tout petit peu parlé des bureaux, mais pas beaucoup, donc on reviendra. D'ici fin d'année, début d'année prochaine, on commence à collecter les ACV, donc on aura certainement l'occasion de se réunir à nouveau pour parler du sujet des bureaux. Et puis, vous l'avez compris, le hub a pris un virage important en début d'année sur la rénovation. On commence à avoir quelques premières conclusions intéressantes sur comment l'ACV bouscule un peu les pratiques de rénovation. Et puis, on a encore aussi cette conciliation, atténuation, adaptation qui revient sans cesse, décidément. Donc voilà, on se revoit après l'été avec pas mal d'éléments intéressants à vous partager pour aller plus vite, aller plus loin, avec un pragmatisme opérationnel qui nous caractérise. Voilà, on ne vous ennuie pas plus. Passez un bel après-midi. Encore merci à tous ceux qui se sont joints à nous et qui ont été courageux jusqu'à la fin. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.